le cours de nos débats. Je vais commencer par faire l'appel. Nicole Guérin. Francine Dardenne a donné son pouvoir à Madame Guigli. Monsieur Pétieux a donné son pouvoir à Madame Valdener, Madame Guigli, Madame Bovetto-Fanny, Monsieur Maurice Dufour, Monsieur Yvon Aiguier, Monsieur Gilles Martinez m'a donné pouvoir, Madame Marchello, Monsieur Alain Prorel, Monsieur René Pételet, Madame René Pételet, pardon, Monsieur Mohamed Jeffal, Madame Claude Jiménez, Monsieur Romain Grisca, Madame Catherine Valdener, Monsieur Bruno Meunier, Madame Catherine Mulac, Monsieur Franck Vieujas, Monsieur Jean-Pierre Sevrez, Madame Forjoux Anne-Marie, Monsieur Roger Guglielmetti, Monsieur Guy Hermite a donné pouvoir à Madame Forjoux, Jean-Louis Chevalier, Monsieur Pierre Leroy, Monsieur Barnéou a donné pouvoir à Monsieur Vieujas, Madame Catherine Blanchard, Madame Martine Alire, Monsieur Nicolas Galliano, Monsieur Perly a donné pouvoir à Monsieur Émeric Salle, Monsieur Émeric Salle, Monsieur Bouchier Thierry, Monsieur Olivier Fons, Monsieur Fine Sébastien, Madame Patricia Arnaud, Monsieur Perrineau a donné pouvoir à Patricia Arnaud. Voilà. Alors, secrétaire de séance, le Grisca. Allez. Ben voilà, on est repéré. Suppléant ou suppléante? Qui? Jean-Pierre Sevrez. Eh bien voilà. Il n'a pas parlé, on parle pour lui. Bien. Alors. Alors, je vais vous demander d'approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du 20 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques tout d'abord? S'il n'y en a pas, je mets ce compte-rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Compte-rendu des décisions du président. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Le compte-rendu des décisions du bureau. Y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Et le compte-rendu des arrêtés du président. Il n'y en a pas, pour la bonne raison, c'est que j'en ai pas signé. Voilà. Donc, nous allons commencer notre travail par une présentation, une intervention du cabinet Klopfer, messieurs Escalier et Alter, qui vont nous faire un état du budget général de la collectivité et du budget annexe de l'assainissement, de manière à nous permettre d'avoir une vision correcte sur les projets et les investissements que nous allons réaliser dans les années à venir. Voilà, donc je vais vous laisser la parole, messieurs Escalier et Alter. Vous pouvez venir vous installer là. Du cabinet Michel Klopfer. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Merci. J'y vais. Allez-y. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter les conclusions d'une étude qui a été réalisée ces dernières semaines. Tout d'abord, la situation du budget principal en instantané, disons fin 2018, et puis en projection sur les quelques années qui viennent. Quelles sont les marges existantes? Et deuxièmement, le même exercice, peu ou prou, sur le budget annexe d'assainissement. Donc je vais démarrer, puis je céderai la parole à Mathieu Alter, mon collègue. Alors, pour commencer, on va peut-être les roules.
Non, ça on va passer. Alors le document est assez touffu. Nous allons nous arrêter sur les principales diapos. Ah bah c'est encore mieux, merci. Voilà. Alors, tout d'abord, quelques questions de vocabulaire. La structure d'un budget local, vous la connaissez évidemment dans ses grandes lignes, mais il n'est pas inutile de la présenter sous un jour un peu financier. Si vous regardez le schéma là que vous avez sous les yeux, oui, à droite les recettes, à gauche les dépenses, en bas le fonctionnement, en haut l'investissement, donc présentation classique d'un budget local. Recettes de fonctionnement sont les recettes courantes, on va dire le revenu de la collectivité, les recettes fiscales, les dotations, etc. En dépenses de fonctionnement, tout ce qui ne conduit pas à du patrimoine, donc des dépenses de personnel, des achats courants, des subventions versées, des frais financiers, c'est la bande violette. Et puis l'indicateur essentiel, ce sur quoi je m'arrête un peu sur cette diapo, ce pourquoi je m'arrête sur cette diapo, c'est ce qu'on appelle épargne brute. On dit aussi autofinancement, c'est-à-dire le surplus que va dégager la section de fonctionnement. Vous savez sans doute qu'en comptabilité publique locale, la section de fonctionnement doit être au minimum équilibrée et si possible dégager un surplus. On ne peut pas se permettre d'être en déséquilibre de fonctionnement comme l'État par exemple l'est sur ses comptes à lui. Donc un déséquilibre de fonctionnement, ça vous mène directement à la Chambre régionale des comptes et à une mise sous tutelle de fait. Donc là, sur le schéma que vous avez là, la section de fonctionnement est, on va dire, suréquilibrée. Elle dégage une épargne. Une épargne qu'on appelle épargne brute. C'est le même concept que l'épargne d'un particulier. Les recettes de fonctionnement, c'est le revenu. Les dépenses de fonctionnement, c'est la consommation. Ce qui reste, par différence, c'est l'épargne. Cette épargne, vous la retrouvez en bas à droite comme un moyen de financement des investissements, comme une recette, une ressource, on va dire, d'investissement, combiné à éventuellement des cessions d'actifs, le fonds de compensation de la TVA, donc le remboursement que l'État fait de la TVA sur les investissements, des subventions que vous pouvez percevoir, et puis la bande violette en bas à droite, l'emprunt, le cas échéant. Côté dépenses d'investissement, le remboursement des emprunts. Pour la part en capital, les frais financiers sont des dépenses de fonctionnement, la part en capital est une dépense d'investissement, et puis les investissements au sens habituel du terme, la grande masse blanche. Donc voilà la structure. Donc le concept important ici, c'est l'épargne brute. Pourquoi? Et quand vous analysez les comptes d'une collectivité, s'il y a un indicateur à observer, il n'y en a pas qu'un, mais s'il y en a un, c'est l'épargne brute. Pourquoi? Parce qu'il va à la fois vous dire ce que sont les marges en fonctionnement. Plus il y a d'épargne, toutes choses égales par ailleurs, plus il y a de capacité à absorber de nouvelles dépenses de fonctionnement sans déséquilibrer la section, premièrement. Deuxièmement, l'épargne, une fois qu'elle arrive en investissement, elle va permettre d'autofinancer, d'où son terme, son autre appellation, un autofinancement. Elle va permettre d'autofinancer une partie des investissements, donc plus on a d'épargne, plus on a d'autofinancement, plus on est capable d'investir, sans emprunter. Donc voilà, ce terme va régulièrement revenir au cours de ces quelques minutes de présentation. L'importance en est décrite ici. Alors on peut peut-être remonter d'une diapo. Sans être trop techno, l'épargne brute, ce qu'on vient de voir, vous pouvez vous dire, à la limite, on peut s'en passer. Dans le pire des cas, on peut être à zéro d'épargne. On respecte encore la loi qui dit que le fonctionnement ne doit pas être en déficit. À zéro d'épargne, vous êtes juste équilibré en fonctionnement. Pas tout à fait. Vous devez dégager une épargne minimale égale à l'amortissement de vos équipements ou bien au capital de vos emprunts. Vous devez être capable de rembourser vos emprunts par vos propres moyens, avec votre épargne. Éventuellement du FCTVA en plus, mais bon, disons essentiellement avec de l'épargne. Parce que rembourser de l'emprunt avec un nouvel emprunt, c'est pas très sain et c'est donc interdit aux collectivités. Deuxièmement, votre épargne doit au moins être égale à l'amortissement de vos équipements. Voilà, ça sont des concepts que vous retrouverez surtout avec le budget d'assainissement, un peu sur le budget principal, mais surtout sur le budget d'assainissement. Alors venons-en aux chiffres. Le compte administratif 2018 de la Comcom, les grandes masses, recettes de fonctionnement, 20,7 millions, c'est la partie en haut à droite, bicolore. Ces recettes de fonctionnement, une part s'échappe de manière obligatoire, automatique. Premièrement, l'attribution de compensation versée aux communes.
historiquement le remboursement de la taxe professionnelle que les communes percevaient lorsque la Comcom a été créée sous le modèle actuel. Cette attribution de compensation, vous le savez sans doute, sauf transfert de compétences, sauf décision particulière, est figée chaque année. Donc c'est une recette dans vos communes. C'est une dépense de 4,5 millions dans les comptes de la Comcom. Donc c'est une dépense qui absorbe un gros 20% des recettes de fonctionnement de la Comcom, avant la première dépense en vertu de ses compétences. Deuxièmement, des prélèvements de... Alors, soit de péréquation, ce qu'on appelle le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale et communale, soit, jusqu'à l'an dernier, je ne sais pas, vous avez entendu parler de la baisse des dotations. L'État ponctionnait les dotations pour son propre compte. Ça a duré de 2014 à 2017. Et en 2017, on est arrivé à un régime de croisière. Et la ponction qui avait été calculée sur la Comcom, donc l'État prélevait en fait la DGF, sa principale dotation. Mais la ponction qui était calculée sur votre communauté de communes était supérieure à la DGF. Donc l'État a ramené la DGF à zéro, la dotation de la communauté de communes à zéro, et est allé prélever la différence sur vos recettes fiscales. Et ce prélèvement, il subsiste, et il est, de par la loi, figé jusqu'à la fin des temps. Donc ça aussi, c'est un prélèvement sur vos recettes qui ne se discute pas et qu'il faut payer avant, encore une fois, toute dépense propre à honorer en vertu des compétences. Ces dépenses en vertu des compétences, c'est le pavé rose. Alors les dépenses de gestion, question de vocabulaire aussi, ce qu'on appelle dépenses de gestion, ce sont les dépenses de fonctionnement hors intérêt de la dette. Donc le personnel, les achats, les subventions versées, 12,7 millions. Un petit peu d'intérêt de la dette, 0,4, donc 400 000 euros en arrondi. Par différence, une épargne de 2,7 millions. Donc si je résume, vous avez 20,7 millions de recettes de fonctionnement en 2018. Sur ces 20,7, il y en a 5, à peu près 5 qui partent vers l'extérieur. Donc il vous reste en fait 15,7 millions de recettes nettes. C'est ce qu'exprime l'accolade rouge à droite. Vous avez véritablement 15,7 millions de recettes nettes une fois pour payer 12,7 millions de dépenses de gestion, 400 000 euros de frais financiers, reste 2,7 millions d'épargne brute. Cette épargne brute, vous la retrouvez en recettes d'investissement, comme on l'a vu sur le schéma de principe de tout à l'heure. Vous avez touché des subventions, du fonds de compensation de la TVA, etc. Mais vous n'avez pas eu besoin d'emprunter. Les 2,5 millions d'investissement en dépenses partie bleue réalisés l'an dernier, plus les 600 000 de remboursement d'emprunt que vous avez eu à faire l'an dernier, ont été couverts par l'épargne brute et par vos recettes avant emprunt. Vous avez même complété un peu votre excédent antérieur. Alors, j'ai dit l'épargne brute, c'est l'indicateur essentiel. Comment a-t-il varié depuis 3-4 ans, depuis 2015? Une baisse assez sensible en 2016, largement liée au fait que 2016 a été la pire année de baisse des dotations pour vous, de ponction sur les dotations par l'État. Et derrière, une stabilité, voire une remontée. En 2018, qui a été un exercice, vous voyez, où l'épargne a gagné 400 000 euros. Donc la courbe bleue, ce sont les recettes de fonctionnement nettes, la courbe rouge, les dépenses de fonctionnement propres, et puis la différence entre les deux, comme on l'a vu sur le schéma précédent, l'épargne. Alors, 2,7 millions d'épargne pour une Comcom de votre taille. Alors concrètement, c'est beaucoup, c'est peu. On a vu que ça vous permettait déjà de réaliser vos investissements sans emprunt l'an dernier, et même depuis plusieurs années auparavant. Il y a un indicateur qui est classiquement calculé en analyse financière de collectivité, par les banques, par les services de l'État qui vous surveillent un peu, par tout le monde, qui s'appelle le taux d'épargne brute. C'est tout bête. Quelle proportion de vos recettes de fonctionnement net, quelle proportion de votre revenu net n'est pas consommé en fonctionnement, mais fait de l'épargne, donc va permettre d'investir. C'est la courbe verte que vous avez là sous les yeux. Vous étiez à 22% en 2015, vous êtes passé par un creux
à 15%, j'arrondis, en 2017, et vous êtes remonté à 17% en 2018. C'est quoi les standards en la matière? Eh ben, ils sont figurés déjà par les deux courbes, par les deux traits, en dessous de 7% sur cet indicateur. Donc quand vous n'arrivez pas à envoyer en investissement 7% de vos recettes de fonctionnement, déjà les banques ne vous prêtent plus. Ou alors vraiment très très cher. Donc mieux vaut éviter. 10%, ça devient tangent. Ça passe encore, hein, 10% c'est correct, hein, mais voilà, on arrive dans une zone un peu intermédiaire où le moindre aléa peut vous être, pas fatal, mais peut être préjudiciable. Vous êtes largement au-delà de ces limites. Sachez que les communautés de communes comparables à vous sont en moyenne à 15%, 14 et quelques. Donc vous êtes au-dessus des moyennes, au-dessus de la moyenne nationale, et à un niveau qui, dans l'absolu, parce que la comparaison aux moyennes, des fois, elle est un peu trompeuse. Si la moyenne n'est pas bonne, ça ne sert à rien de se comparer à la moyenne. Mais dans l'absolu, à 17%, c'est un excellent ratio pour une commune ou pour une communauté de communes. Je termine sur cette partie rétrospective avec un rapide volet investissement, et qui dit investissement dit dette. La dette, depuis 2015, décroît. Vous n'avez pas emprunté. Donc vous remboursez chaque année 500, 400, 500, 600 000 euros et vous ne réempruntez pas. Donc vous vous désendettez de ce montant-là. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est le capital restant dû, ce qui reste dû aux banques en endettement. Fin 2018, 9,7 millions. Sachant que vous avez, par ailleurs, constitué un petit matelas, un excédent, qui, fin 2018, totalisait 8 millions d'euros. Donc, ces dernières années, non seulement vous vous êtes désendetté, mais vous avez alimenté un matelas qui va vous être bien utile d'ici peu, et qui atteint 8 millions d'euros fin 2018. Dernier ratio, dernier indicateur que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle la capacité de désendettement. Alors, dans une vision théorique des choses, imaginez maintenant que votre seul objectif, maintenant ce soit purement financier, ce soit de vous désendetter. Vous avez 9,7 millions de dettes. Vous dégagez 2,7 millions d'épargne brute par an. Donc vous allez dire maintenant notre épargne brute, elle ne sert plus à investir, mais à se désendetter. Donc c'est purement théorique, normatif. Hein. Combien d'années mettriez-vous pour parvenir à vos fins, c'est-à-dire le désendettement total? C'est la division. 9,7 millions de dettes à rembourser avec 2,7 millions d'épargne par an. Il faudrait entre 3,5 et 4 ans. Précisément, c'est le ratio que vous avez là. 3,6 ans. Là, vous l'avez en évolution depuis 2015. Hein. 3,6 ans, fin 2018, et il a peu varié sur la période. Donc, alors comment lire ce ratio? Comment l'apprécier? Une collectivité, ça investit sur des durées d'une trentaine d'années. Ça fait de l'immobilier, ça fait de la voirie, ça fait des réseaux, ça fait des équipements de longue durée. Ce qui compte, c'est d'être capable de se désendetter sur la durée des équipements qu'on réalise. Si vous achetez un véhicule, vous n'allez pas vous endetter sur 30 ans, et si vous achetez un appartement, vous n'allez pas vous endetter sur 5. Donc il y a un adossement entre cette durée et le type d'équipement qu'on réalise. La Comcom, comme toutes les collectivités, elle investit sur des durées très longues. Donc être capable de se désendetter en 3 ans et demi, lorsqu'on investit sur 20, 25, 30, 40 ans, en durée de vie d'IMO, c'est tout à fait sain. Vous êtes légèrement en deçà de la moyenne française, ou au voisinage de la moyenne française, en tout cas des Comcom qui ont votre statut fiscal, qui sont à 3 ans et demi, comme indiqué ici. La moyenne globale de toutes les collectivités françaises est à 4 ans et demi, ce qui veut dire que le monde local français se porte très bien financièrement, quoi qu'on puisse entendre par moment. Voilà. Voilà. Donc sur ce ratio, considérez, parce qu'il est important, considérez sur ce ratio que lorsque vous commencez quand même à atteindre 12-15 ans, ça devient limite. Hein. Au-delà de 15 ans, voilà, comme tout à l'heure, hein, les banques ont du mal à prêter. Hein. En tout cas, rechignent à prêter. Même si on investit sur 30 ans, on aura du mal, les banques vous disent non, il faut quand même une petite marge de précaution. Donc au-delà de 15 ans, vous aurez du mal à les faire venir. Dans une loi récente, d'il y a 2 ans, l'État a imposé aux collectivités, mais sans sanction, un plafond de 12 ans sur ce ratio. Bon, c'est pas sanctionné, donc les gens font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, donc, si on doit résumer, quelques chiffres, quelques nombres à retenir.
15,7 millions de recettes de fonctionnement nettes des prélèvements, attribution de compensation vers les communes, prélèvement de l'État, donc les vraies recettes nettes, dépenses de fonctionnement, y compris les frais financiers, de la Comcom, 13 millions, par différence une épargne de 2,7, un taux d'épargne brute de 17%, donc largement au-delà du seuil d'alerte de 7%, si vous voulez, et même de la moyenne de 14 ou 15. Une dette de 9,7 millions qui pourrait être remboursée en 3 ans et demi, là où 10 ans n'effraie personne et 12-15 ans devient tangent. Voilà. Bon, on ne va pas s'attarder sur ces tableaux. J'introduis la partie prospective et je cède la parole très vite à Mathieu Alter pour le déroulé de la prospective. Alors, il y a plusieurs pages sur lesquelles on va passer vite. Un cadre national, en quelques mots, un cadre national des finances locales. Bon, l'État a baissé énormément les dotations, 11 milliards au niveau national, entre 2014 et 2017. Bon, les dotations ont été baissées, maintenant elles sont à niveau. Elles ne sont pas remises à niveau ensuite, on reste au niveau qu'on a atteint en 2017. La nouvelle donne de la nouvelle majorité nationale, c'est de dire on arrête la baisse des dotations, mais les collectivités doivent faire des efforts financiers, doivent aider la France à se désendetter, ou à moins s'endetter. Puisque Bruxelles apprécie la sphère publique française, non pas seulement au vu de l'État, mais au vu de l'ensemble des administrations publiques, État, collectivités locales, et administration sécurité sociale au sens large, donc avec les hôpitaux notamment. Donc c'est cet ensemble qui doit respecter le cadre que vous connaissez, maastrichtien. Donc les collectivités, l'État leur dit « aidez-moi à présenter des comptes publics sains pour que nous respections nos engagements européens ». C'est ce qui a conduit l'État à contractualiser avec les plus grandes collectivités. Départements, régions et tout ce qui dans le bloc communal dépassait 60 millions de dépenses de fonctionnement. Donc vous êtes encore sensiblement en deçà. Ces contrats financiers qui ont été passés entre les collectivités, les plus grosses, celles que je viens de citer, et l'État, ces contrats financiers prévoient que ces collectivités doivent maîtriser leurs dépenses de fonctionnement pour être capables d'autofinancer davantage leurs investissements et moins s'endetter. Donc c'est la logique qu'on a vue il y a un instant. Ces contrats sont passés sur la période 2018, 2019, 2020. Ils sont sur 3 ans. Si les collectivités dérapent en dépenses de fonctionnement, elles sont sanctionnées. L'État les pénalise, les met à l'amende. Il y en a eu 14 cette année. Aujourd'hui, vous êtes en dehors de ce cadre. Il n'est pas inimaginable, on verra bien, il n'est pas inimaginable que la prochaine génération des contrats triennaux passés avec l'État, donc là pour l'instant on est sur 18, 19, 20, c'est-à-dire 21, 22, 23, viennent à vous concerner. En allant chercher uniquement les très grosses collectivités, et chez vous, localement, il n'y a que le département qui soit concerné. En allant chercher que les très grosses collectivités, l'État n'appréhende pas la totalité de la dépense locale, loin de là. Il n'est pas impossible qu'il baisse la barre la prochaine fois. Ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça suppose derrière des contraintes d'endettement, potentiellement. L'État plafonnera votre endettement en vous disant si vous dépassez, vous êtes à l'amende, et des contraintes en dépenses de fonctionnement. Ça, c'est ce qui existe déjà. Donc, ayez ce cadre-là en tête. Le débat ressurgira d'ici un an là-dessus. Deuxième élément de contexte, donc avant d'en venir vraiment aux principales hypothèses et au résultat de la prospective avec Mathieu, la suppression de la taxe d'habitation, elle concerne la Comcom, qui touche une quote-part de taxe d'habitation, et elle concerne toutes vos communes, qui historiquement la touchent aussi. Pour la Comcom, alors d'abord la taxe d'habitation qui disparaît, ça n'est que la taxe d'habitation sur les résidences principales. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui chez vous est majoritaire, ne disparaît pas, elle subsiste, et ça restera un impôt voté par les collectivités avec un taux modulable. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, la taxe sur les résidences principales disparaît. Elle est compensée comment ? Pour vos communes, et je ne développerai pas, vous allez récupérer la taxe foncière du département. La taxe foncière que le département lève sur votre territoire communal. Toutes vos communes vont se retrouver en surplus. Malheureusement, vous n'allez pas garder ce surplus, sauf dans quelques cas marginaux.
Pourquoi toutes vos communes vont se retrouver en surplus? Notamment parce que le département a un taux de taxe foncière très élevé. 26%, c'est un des plus élevés de France. Il l'a augmenté de 25% l'an dernier, vous le savez, j'imagine. Donc vous allez récupérer dans vos communes ce taux de taxe foncière très élevé. Donc vous allez tous maintenant afficher des taux de taxe foncière élevés, hein, si ça n'était le cas jusqu'à maintenant, bien sûr. Le surplus que vous allez enregistrer dans vos communes va vous être repris selon un système assez techno qui n'est pas objet de présenter ici, mais sachez que le surplus que vous allez récupérer vous sera repris à la source. Donc c'est une réforme qui est censée s'approcher de la neutralité. Venons-en à la Comcom. Ça va se passer comment pour la Comcom? Elle va récupérer en lieu et place de la taxe d'habitation sur les résidences principales, 2 millions pour elle. Elle va récupérer une quote-part de TVA nationale, donc pas de TVA locale, hein. Ça serait très compliqué à gérer pour l'État autant de TVA que une quote-part de TVA nationale. C'est-à-dire que vous allez toucher, la loi de finances de l'an prochain va dire ad vitam aeternam, enfin jusqu'à ce que la loi change, on attribue à la Comcom du Briançonnais X%, 0,0X% de la TVA nationale, en remplacement de la TH. Ce qui veut dire effectivement, une recette qui est déconnectée de l'activité locale. Vous pouvez développer autant que vous voulez le territoire. Aujourd'hui, plus il y a de logements, plus vous récupérez de TH. Avec la TVA, ça ne marchera plus. Deuxièmement, plus de pouvoir de taux. Si le cœur vous en disait de relever le taux de la taxe d'habitation, là, vous pouvez le faire aujourd'hui. Sur la TVA, c'est l'État qui décide. Donc, c'est une simili-dotation, en fait, qui est indexée sur la TVA nationale, ce qui n'est pas une mauvaise affaire. La TVA nationale, elle prend 2,5 à 3% par an en tendance. Donc, pas, de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une mauvaise affaire. Mais ça a les inconvénients que je disais tout à l'heure. Deux petites, entre guillemets, je ne sais pas comment le qualifier, mais deux petites entourloupes de la part de l'État dans cette affaire. La présentation de l'État, c'est que ce sera neutre, en dehors de l'effet dont je viens de parler sur la perte de pouvoir fiscal. L'État dit on va remplacer à l'euro près la taxe d'habitation. C'est ce qui se fait depuis 2018. Comme vous le savez, depuis 2018, les personnes sous condition de revenus, 85% des foyers sur votre territoire à peu près, 85% des foyers, en 2018, ils ont payé un tiers de moins, en 2019, ils ont payé un tiers de moins, en 2020, ils paieront le dernier tiers de moins, donc il n'y aura plus de TH pour eux en 2020. Les 15% qui restent, 2021, 2022, 2023. Donc 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales aura totalement disparu pour les gens les moins favorisés entre 2018 et 2020 et pour les plus favorisés en termes de revenus entre 2021 et 2023. Ça, c'est le calendrier du point de vue du contribuable. Du point de vue des collectivités, qu'est-ce qui va se passer? L'arrivée des nouvelles ressources, c'est 2021. C'est-à-dire qu'en 2022, en 2021-2022, les plus riches, on dira ça comme ça, continueront de payer un peu de taxe d'habitation, mais c'est l'État qui l'encaissera. Donc la taxe d'habitation sortira du circuit des collectivités. 2021, remplacement. Donc 2021, vous voyez arriver dans vos communes la taxe foncière bâtie départementale dont je parlais. 2021, la Comcom voit arriver de la TVA. Une quote-part de TVA. Et là où l'État donc n'est pas totalement, pour l'instant en tout cas réglo, tel que le projet de loi de finances, son projet de budget là, est rédigé, c'est qu'il vous dit, sur les résidences principales, il n'y aura pas d'actualisation des bases en 2020. D'habitude, les bases sont indexées sur l'inflation, vous le savez. Voire plus, effectivement, en tendance, ça a été plus que ça. L'idée, c'est d'indexer sur l'inflation. Dans les faits, c'est davantage. Il n'y aura pas d'indexation des bases sur l'inflation en 2020. Comprenez l'État. Moins il y aura de TH en 2020, moins il aura à indemniser derrière. Bon, ça c'est le projet de loi de finances tel qu'il est rédigé aujourd'hui. Peut-être que les parlementaires arriveront à plier l'État, mais pour l'instant c'est ça. Donc vous allez perdre 1,5%, merci, d'actualisation de la taxe d'habitation. Deuxième petite astuce de l'État, il vous dit en 2021, la première année vous allez toucher de la TVA, la Comcom. Cette TVA, dans les communes il n'y a pas de problème, mais dans la Comcom, la TVA que vous allez toucher en 2021 sera égale à la TH que vous aviez en 2020. C'est-à-dire que vous perdez une année de croissance que vous auriez eu naturellement sur la taxe d'habitation.
Donc si vous cumulez les deux petits effets là dont j'ai parlé, pour la Comcom, ça peut faire pas loin de 100 000 euros récurrents de perdus, si le texte n'est pas amendé. Donc voilà, neutralité de la réforme, c'est pas tout à fait vrai, même si l'État a pu faire pire vis-à-vis des départements et des régions dans les années 2000, et sous toutes les majorités, attention. L'État a pu faire pire en compensant très mal les transferts de compétences, vous l'avez bien connu. Voilà, je cède la parole à Mathieu pour la suite. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va poursuivre. Comme on était bien lancé sur la fiscalité, merci Monsieur le Président. Comme on était bien lancé sur la fiscalité, avec le reste des hypothèses de fiscalité dans une approche prospective, donc. Alors, il faut bien intégrer qu'à ce stade, donc dans le projet de loi de finances, la part qui donc serait gelée cette année, c'est bien seulement, si je puis dire, même si c'est déjà beaucoup, au titre de la TH résidence principale. Or, vous savez que vous êtes un territoire éminemment touristique et que voilà, la TH qui relève des résidences principales ne représente que 42% de votre produit de TH global à l'échelle du territoire du Briançonnais. Après, selon les communes, au niveau individuel, pour chacun de vous, ça peut être ajusté un peu à la marge. Mais disons que par rapport à d'autres territoires à l'échelle nationale, vous serez un peu moins pénalisé que d'autres par cette mécanique, puisque pour la part résidence secondaire de la taxe d'habitation, pour le foncier bâti, la TOM et le foncier non bâti, là la revalorisation forfaitaire, c'est-à-dire l'inflation, s'applique en 2020 et en 2021. D'accord ? Donc, on poursuit. On l'a vu sur la quote-part de TVA nationale, je n'y reviens pas, donc ce serait à peu près 2 millions d'euros sur votre territoire, la TH résidence principale qui serait remplacée par une quote-part de TVA, qui devient donc à nouveau, on le voit en bas à droite, la dynamique à partir de 2022, en tout cas à ce stade du projet de loi de finances. Ensuite, sur les autres impôts économiques, même si on a traité le foncier bâti et la TOM un petit peu, qui sont des impôts mixtes, parce qu'il y a aussi des entreprises qui font partie des bases. Donc sur la CFE, on fait simple, 1,5% en 2020, puis 2% par an à partir de 2021. Là, vous voyez, il y a un bloc avec quelques explications. Je ne vais pas entrer dans le détail des dernières réformes, mais si vous voulez, s'il y a des questions, évidemment, on y répondra tout à l'heure. Ensuite, comme vous savez, notamment, il y a eu la réforme des valeurs locatives des locaux commerciaux, ainsi que l'exonération de CFE pour les entreprises qui dégagent un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros, d'accord, qui vous est compensé par l'État à l'euro près de manière figée. Ensuite, sur la CVAE, en 2019, vous avez eu une vraie bonne surprise, plus 15%, avec une CVAE qui s'est élevée à 1,15 million, qui est en partie liée à des effets techniques, d'accord, avec des décalages dans le temps, si bien que pour 2020, par prudence et à l'appui des documents qu'on a pu examiner, la tendance repartirait d'un montant de plutôt de 1,080 million euros. Bien. Et ensuite, plus 2,5% par an. Les autres impôts, je passe rapidement aussi, IFER, TASCOM, taxe additionnelle sur le foncier non bâti, inflation, un peu de rôle supplémentaire, et sur la taxe GEMAPI, pour l'instant, on reste sans aucune taxe. Voilà. On le souligne pour insister sur le fait qu'il n'y en a pas à ce stade et ne s'est pas prévu en prospective. Alors même qu'on va le voir, il y a une hausse des dépenses qui est à prévoir dans ce domaine. Au niveau des attributions de compensation, comme l'a souligné Christian Escalier tout à l'heure, s'il n'y a pas de modification de périmètre, c'est-à-dire transfert de charge ou opération particulière, elle est stable, elle est figée, d'accord, donc ça ne bouge pas. Au niveau des dotations, je ne vais pas aller dans le maquis de l'ensemble des dotations de l'État qui existent. En gros, vous pouvez retenir que elles ont fortement progressé en 2019. Pourquoi ? Essentiellement, je vais aller sur un graphique tout de suite pour vous montrer ce qui s'est passé, en raison de la réforme de la dotation d'intercommunalité qui est entrée en vigueur en 2019.
Donc comme vous l'expliquez Christian Escalier tout à l'heure, sur la période 2014-2017, vous avez une baisse tellement forte, on le voit ici, que vous avez atteint un territoire négatif. Donc moins 210 000 en 2017, moins 250 000 en 2018, avec une baisse moins forte en 2018, mais il y a d'autres effets qui jouent à la marge, bon, je ne m'étends pas davantage. En 2019, il y a notamment une disposition qui a été très favorable à la communauté de communes, c'est ce qu'on a appelé la recharge à 5 € par habitant pour les intercommunalités qui étaient prélevées, donc il y avait une DGF négative si vous voulez, ou inférieure à 5 € par habitant, qui ont été d'un seul coup remis à 5 € par habitant, d'accord ? Ce qui vous a généré 200 000 € supplémentaires en 2019. Et donc ça c'était un aspect de la réforme. Un autre aspect de la réforme, c'est de nouvelles modalités de répartition basées sur de nouveaux indicateurs de richesse fiscale sur lesquels s'appuie l'État pour distribuer les dotations, vous savez, sur un certain nombre d'indicateurs fiscaux comme le potentiel fiscal, le revenu par habitant, et justement l'introduction du revenu par habitant dans la modalité de répartition vous a été favorable, et c'est pour ça que vous voyez que ça va augmenter dans les années qui viennent. Sauf que cette augmentation est plafonnée à raison de plus 10% par an maximum. Donc en gros, là, sur la dotation d'intercommunalité, à terme, vous allez tendre vers les 380 000 €, une fois qu'on a défalqué le prélèvement qui, lui, on l'a vu, subsiste au montant évoqué tout à l'heure. Mais vous allez le rejoindre à raison de 10% par an. D'accord ? Donc là, comme vous avez été rétabli plus de 100 000, c'est plus 20 000 par an, plus 22, puis plus... oui. Au global, parce qu'il y a d'autres dotations, notamment la dotation de compensation par salaire, qui représente, je vais revenir en 2 mots de quoi il s'agit sans entrer trop dans le détail, qui représente quand même 1 450 000 € en 2018. Donc c'est pas une petite somme. On voit la dotation d'intercommunalité, vous n'en aviez plus. Donc c'est bien, ça reprend 200 000 €, mais s'il y a du mouvement sur les 1 450 000, ça peut être significatif aussi. Or, ce qu'on appelle la dotation de compensation par salaire, c'est ce qu'on appelle une variable d'ajustement depuis plusieurs années dans l'approche qu'on a de l'État, c'est-à-dire que, en gros, il dit, moi j'ai une enveloppe avec l'ensemble des dotations, sur 2014-2017, il la faisait baisser, depuis 2018, on l'a vu, elle est figée, sauf que il y a 3 effets qui poussent mécaniquement les dotations à la hausse, qui sont la hausse de la population française. S'il y a plus d'habitants, vu que les dotations sont servies toujours en euros par habitant, c'est un facteur qui pousse à la hausse. Il y a le renforcement de l'intercommunalité, avec des transferts de compétences vers l'intercommunalité. On vous a sans doute déjà dit à raison jusqu'ici que plus vous transférez des compétences vers l'intercommunalité, plus vous avez de dotations de l'État. Enfin, c'est la logique qui s'appliquait, qui est en partie atténuée avec la réforme, en tout cas pour un certain temps. Et le troisième aspect, c'est le renforcement de la péréquation, donc de la solidarité, puisque toutes les dotations de péréquation augmentent chaque année. Et du coup, pour financer ces augmentations, à enveloppe constante au global, il y a un jeu de vases communicants qui s'opère avec d'autres dotations. Et donc, on ajuste à la baisse les dotations, certaines dotations, pour en parallèle assurer ces hausses, par exemple, sur la péréquation. Bien. Donc la dotation de compensation par salaire baisse un peu chaque année, de l'ordre de 35 000 € par an, et d'une certaine manière va consommer, et même surconsommer, la hausse de 10% par an que vous allez avoir sur la dotation d'intercommunalité. Donc au global, vos dotations vont baisser de l'ordre d'1% par an à partir de 2020, après un ressaut qui lui était vraiment significatif en 2018 de 8%. D'accord ? Je passe compensation fiscale, je passe aussi. Juste sachez que si vous vous interrogez et vous inquiétez, les compensations de taxes d'habitation au titre des résidences principales sont bien prises en compte, évidemment, dans le total à transformer dans le cadre de la réforme.
Au niveau du FPIC, comme vous le savez, Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, vous êtes considéré comme un territoire favorisé, riche. Donc, vous êtes amené à payer à l'échelle du territoire environ 750 000 € par an et c'est réparti entre la communauté de communes et les communes à raison à peu près d'un tiers du côté de l'EPCI et 2 tiers pour les communes, qui se répartissent ça en fonction d'un autre indicateur aussi. Mais vous savez tous ces éléments-là, donc j'insiste pas davantage. Qu'est-ce que ça donne au global? Au global, vous avez un tableau qui récapitule les principales catégories, rubriques de recettes de fonctionnement. On peut s'attendre à une hausse moyenne de l'ordre de 2% par an sur la période, étant entendu qu'a priori on a été un peu prudent sur les recettes de fiscalité notamment, et on voit que vous avez notamment bénéficié d'une grosse hausse en 2019, alors l'exercice n'est pas terminé mais on a quand même de la visibilité, et que sous l'effet du gel que prévoit l'État dans le projet de loi de finances, en 2020 et en 2021, on voit que la hausse est plus mesurée, qui serait à l'échelle de la totalité du budget de 0,6 et 1,2, et ensuite quasiment 2% par an. D'accord ? Donc, comme vous avez maintenant bien en tête les ratios d'analyse financière, vous comprenez mécaniquement que si vos dépenses de fonctionnement augmentent davantage que la progression de vos recettes de fonctionnement, votre épargne brute va s'amenuiser. A l'inverse, si vos dépenses de fonctionnement augmentent moins vite que vos recettes de fonctionnement, en tendance on a vu là 2% par an dans la projection, votre épargne brute va augmenter et donc la capacité d'investissement que ça recèle derrière. Au niveau des dépenses, pas de questions sur les hypothèses de recettes, ça va? Ok. Sur les dépenses, on va aller un peu plus vite, juste en deux parties. Première partie, périmètre de dépenses existantes à fin 2018. D'accord ? Donc, on regarde, on suppose que les charges générales qui sont existantes à fin 2018 vont être contenues à hauteur de l'inflation prévisionnelle, donc on table sur 1,5% par an. Sur le personnel, on est parti sur plus 2,5% par an, ce qui est peut-être un peu large, mais un peu par prudence, sachant que c'est quand même un poste important, hein, les dépenses de personnel, puisque ça représente à peu près 45% des dépenses de fonctionnement. Donc évidemment, si vous avez 45% de vos dépenses qui varient, qui progressent à un rythme relativement élevé, enfin en tout cas par rapport à la progression des recettes, donc de 2,5 par an, ça veut dire d'autant plus d'efforts sur les autres dépenses. D'accord ? Sur la contribution au SDIS qui est de l'ordre d'1 million € par an, on reste un peu plus désormais même, oui, 1 100 000 € désormais. On est à plus 3,5% par an. Les autres subventions versées et autres, donc périmètre à fin 2018, inflation. D'accord ? Ensuite, il y a les nouvelles dépenses. Il y a les nouvelles dépenses qui ont été identifiées, ou le cas échéant, les économies. Hein. Donc en lien évidemment avec les données fournies par vos services, les services de la communauté de communes. Donc au niveau des charges générales, il y a une hausse la hausse d'un certain nombre de postes, hein, notamment GEMAPI, on le mentionne. Donc là, il y a des nouvelles dépenses qui pour l'instant ne sont pas financées par la taxe GEMAPI, pour l'accueil des gens du voyage, pour, on l'a vu, la gestion de maisons service au public à l'instant, et aussi, et c'est non négligeable, la trajectoire de hausse nationale de la taxe générale sur les activités polluantes, donc sur le traitement des ordures ménagères, notamment sur la dimension enfouissement, il y a une forte hausse. Et ça, on l'a valorisé aussi avec l'appui de votre service déchets sur les tonnages. Donc c'est un tarif par tonne, hein, selon les modalités de traitement. Et il y a une trajectoire de hausse vraiment très significative qui est prévue sur la période de 2019-2025, avec notamment une grosse marche en 2021. Donc on voit la répartition selon les années, hein, je ne vais pas toutes les lister. Sur le personnel, on a aussi donc notamment pour la gestion en maison de service public une nécessité de recrutement et une hausse de certaines subventions, notamment pardon, pour l'Office de tourisme des Hautes-Vallées. Ensuite, pour les frais financiers, comme vous le savez, on est dans un environnement au niveau de la dette de taux très bas sur les marchés financiers. Donc on considère de manière un peu prudente, hein, vu ce qu'on peut observer aujourd'hui, même si ça peut peut-être étonner tellement c'est bas. On atteint vraiment des points bas historiques, hein, en ce moment. Des emprunts souscrits sur 15 ans
à un taux de 0,75% en 2019, 1% en 2020, et puis on ajoute 0,25% par an selon l'année à laquelle on emprunte. Bien. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on se situe donc en moyenne, en prenant en compte tous ces éléments, à plus 3% par an en moyenne. D'accord ? Donc on serait avec une progression moyenne un peu plus forte que celle des recettes de fonctionnement. Et on précise aussi là que on prend en compte la hausse prévisionnelle des coûts de fonctionnement liés à la mise en service du nouveau pôle culturel à compter de 2025, puisque la mise en service serait projetée à cette date-là. Donc c'est pris en compte aussi. Maintenant, sur les dépenses d'investissement, et d'ailleurs sur la section d'investissement, dépenses-recettes. Au niveau des dépenses d'équipement, sur les 4 exercices précédents qu'on a parcourus en rétrospective, on est à un peu plus de 10 millions d'euros d'investissement, de dépenses d'équipement, 10 millions 6. Là, on est sur un peu plus d'années, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on serait sur un montant total de 50 millions d'euros d'investissement, de dépenses d'équipement. Répartis pour moitié évidemment avec un projet majeur qui est celui du nouveau pôle culturel, qui représenterait la moitié de ces 50 millions, d'accord ? Répartis notamment en 2022 et 2023, avec des 2 tranches importantes de 11 millions d'euros planifiées pour ces années-là. Bien. Vous avez évidemment des subventions de l'ordre de 35% sur l'ensemble des projets, y compris le pôle culturel, en tout cas c'est la prévision qui est faite. Peut-être que vous pourrez obtenir un peu plus. Et sur le FCTVA, donc le fonds de compensation à la TVA, comme l'a rappelé Christian Escalier tout à l'heure, l'État vous rembourse une partie de la TVA sur vos investissements. On souligne aussi, j'insiste sur un point qui a aussi été déjà évoqué par Christian Escalier tout à l'heure, vous avez un matelas, là c'est plus un bas de laine, c'est vraiment un matelas de 8 millions d'euros à fin 2018. Presque neuf à l'horizon de fin 2019, qui a vocation à être sollicité prioritairement pour financer les investissements, en plus de l'épargne brute bien sûr, mais plutôt que de recourir à l'emprunt dans les années qui viennent pour financer les premières phases d'investissement, vous pouvez piocher dans vos réserves. Voilà. Les résultats, donc vous connaissez maintenant parfaitement les graphiques. Sur la projection de l'épargne brute, donc on voit que, évidemment, on l'a vu, les dépenses de fonctionnement progresseraient davantage que les recettes de fonctionnement, même si elles progresseraient aussi. Du coup, vous voyez que les courbes rouges et bleues se rapprochent, si bien qu'il y aurait une diminution progressive de l'épargne brute sur la période, qui resterait toutefois à hauteur de, on voit 2 millions d'euros en fin de période, 1,8 million en 2025, selon la projection établie. Qu'est-ce que ça représente en termes de taux d'épargne brute ? On a vu qu'on part d'un niveau très satisfaisant de 17%, et forcément, on baisserait progressivement pour avoisiner les 10%, tutoyer le seuil qui figure ici de la zone de vigilance. Donc c'est encore correct, on l'a vu, mais c'est plus fragile, notamment s'il y a des aléas, d'accord, pour absorber d'éventuels aléas. Au niveau de alors là vous avez un nouveau graphique. En orange, les barres orange correspondent aux dépenses d'équipement de l'exercice, et en violet, on a représenté la souscription d'emprunt nécessaire pour équilibrer le budget, et même, on l'a vu, pour équilibrer le budget et garantir un fonds de roulement qui serait de l'ordre d'1,5 million. Donc on se garde 1,5 million en réserve encore, d'accord, pour faire face justement à d'éventuels aléas. On voit que, au regard de l'épargne brute significative dégagée par le budget, malgré tout, malgré la baisse qui se profile, mais il y a quand même une épargne significative qui est encore dégagée, et du fonds de roulement de 8 et sans doute 9 millions d'euros à fin 2019, dans lequel vous pouvez piocher, vous n'avez pas besoin d'emprunter avant le gros premier jalon, si vous voulez, du pôle culturel, du nouveau pôle culturel de 2022. D'accord ? Donc on voit que vous financez quand même beaucoup un gros montant d'investissement sans avoir besoin de recourir à l'emprunt sur la période. Donc en parallèle, vous allez continuer de vous désendetter. Donc 3,8 millions
à souscrire en 2022, a priori de dettes supplémentaires, et 6,7 millions encore supplémentaires en 2023 pour le deuxième gros jalon. Et ensuite, à nouveau, vous dégagez suffisamment d'autofinancement plus des subventions FCTVA, notamment que vous percevez en décalage, sans doute, c'est comme ça qu'on l'a projeté en tout cas, du pôle culturel, qui vous permettent de ne plus avoir besoin d'emprunter à la fin. Sur l'encours de dette, qu'est-ce que ça donne ? En violet, ici, vous avez le profil d'extinction de la dette en place au niveau du capital, restant dû. Et en bleu, vous avez, en turquoise, la dette nouvelle souscrite au cours de la prospective et qui elle-même est amortie au fur et à mesure ensuite. Donc vous voyez que, évidemment, en première partie, la dette baisse encore, puis qu'elle remonte en 2022 et a fortiori en 2023. Et qu'ensuite, à nouveau, elle est appelée à baisser un petit peu. Donc là, on voit qu'il y a une progression non négligeable de l'encours de dette. Est-ce que c'est soutenable pour le PCI? En parallèle d'une baisse projetée de l'épargne brute. On a vu que le ratio d'épargne brute aboutirait dans une zone où il apparaît encore correct, mais un peu plus fragile. D'accord ? Au niveau de la projection de la capacité de désendettement, nécessairement, elle devient moins confortable qu'elle l'est actuellement et qu'elle le sera dans les 2-3 prochaines années, si le cadencement des investissements correspond bien à celui du PPI. Et au niveau de 2022 puis 2023, là on a la prise en compte de la dette nouvelle, avec en parallèle une petite baisse, une baisse progressive de l'épargne brute. Mais on voit qu'on plafonne juste au-delà de 8 ans. Ce qui reste là aussi encore correct et encore à une certaine distance vraiment des seuils de vigilance et surtout de la zone d'alerte, où c'est vraiment plus compliqué. Donc on peut en conclure que ce scénario ressort viable financièrement. En plus, a priori, en ayant postulé certaines hypothèses de recettes un peu prudentes, mais on l'a vu, à condition, au-delà des dépenses nouvelles qui ont été précisément listées et prises en compte, à condition que les dépenses de fonctionnement soient quand même tenues et maîtrisées à peu près dans les proportions évoquées. Donc, on a déjà tout dit, je ne reviens pas à la synthèse, j'ai commenté au fur et à mesure des graphiques, donc tout a été dit à ce niveau-là. Donc, grosso modo, c'est soutenable. Tant au niveau du taux d'épargne brute que de la capacité de désendettement, mais à condition, au niveau des dépenses de fonctionnement, qu'il n'y ait pas de dérapage. Il faut être vigilant sur la progression. Voilà. Des questions sur le budget principal ? Et sur l'investissement, bien sûr, qui est prévu dans le cadre du PPI sur le pôle culturel, qui est intégré ici dans cette partie que vous venez de présenter. Absolument. Absolument, dans les 50 millions, il figure les 25 millions du pôle culturel. Oui. Oui. Une question là. Oui. On parle du petit matelas de 8 millions d'euros. Est-ce qu'on peut savoir où il est placé? On ne place pas l'argent, malheureusement. Non, mais c'est parce qu'on me parle de matelas, donc il y a de l'argent placé. C'est du compte au trésor de l'État. Voilà. Auprès de l'État. Enfin, de l'État. Auprès de l'État. C'est pas des sous qu'on a dans les mains. C'est du compte... Si. Ah bah si. Mais non. Attends. Ah non, c'est pas virtuel. C'est de la réalité. Si vous en avez besoin... On peut les mobiliser demain si on veut. Absolument. Si vous avez besoin de faire un mandat auprès du trésor, avec le trésorier de ce montant-là, voilà, faut pas faire un mandat de 6 millions demain, mais théoriquement, vous seriez en mesure de le faire. De le faire, bien sûr. Une question sur GEMAPI. Oui. On a intégré quelle somme dans ce PPI à 5 ans? On avait... En recette zéro, mais en dépense. En recette zéro, en dépense, on était à 100 000, je crois, par an sur les dépenses d'investissement et à 30 000 euros par an sur le fonctionnement, je crois. Et contrepartie aussi. Je crois qu'elles sont intégrées. Sur la GEMAPI, on est à 750 000 euros. C'est le PPI qui a été délibéré lors du DOB 2019, qu'on a complété avec des éléments nouveaux qui sont apparus depuis, comme la maison France Service. Voilà, et on les a lissés sur la période. Donc, De toute façon... Vous pouvez me répéter le montant, 700 et quelques, oui. 705 000. Dedans, il y a GEMAPI, donc l'opération sur la Clarée, pour un montant de
au total. Alors excusez-moi, non, 705 000, c'est l'autofinancement de la CCB pour financer au total des opérations voilà, qui s'élèvent. Donc les travaux donc, sur la Clarée, donc c'est 605 000 euros de travaux. Sur la zone des sables, donc c'est à Monétier, 954 000 euros de travaux. Et la troisième opération GEMAPI qui a été prise en compte, c'est le Grand Vert d'Arel, donc à Saint-Chaffray, pour 654 000 euros. Donc ça, c'est les projections sur 5 ans. Sur 5 ans. Enfin, sur 2024. En sachant quand même qu'il faut le préciser, GEMAPI s'autofinance à partir d'une recette qui est à définir. Je rappelle que, par exemple, le Kera, ils sont à 40 euros par personne et que dans les écrins, ils sont à 30 euros par personne. Parce qu'ils ont défini le montant de leur investissement et nous, quand on aura défini le montant de nos investissements, on déterminera la part à affecter puisque là, il y a une zone à équilibrer. C'est exactement comme ça que ça marche sur le principe. Effectivement, le montant de la taxe, c'est 40 euros par habitant au maximum, c'est le plafond. Donc effectivement, le territoire du Guillestroy Kera est au plafond par rapport à ça. Et ensuite, c'est en fonction des dépenses prévues. C'est-à-dire que c'est une taxe affectée qui ne peut pas servir à autre chose. Donc vous déterminez le montant de vos dépenses fonctionnement plus investissement et vous avez la possibilité de le financer via la taxe GEMAPI. Voilà. Dans la limite donc du montant prévu et dans la limite du plafond de 40 euros par habitant. Sachant que la taxe GEMAPI, c'est une taxe additionnelle qui s'incrémente normalement sur la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti et la CFE. D'accord ? Donc tous les contributeurs, si vous voulez, à ces taxes contribueraient à la GEMAPI via si elle était instaurée, à due proportion. Un calcul un peu complexe parce que c'est pas comme on l'annonce souvent par habitant, c'est comme vous venez de le dire, c'est une répartition sur les différentes taxes qui sont touchées. Exactement. On poursuit sur l'assainissement ? Oui. Donc on passe aussi rapidement sur ces tableaux et sur la rétrospective puisque les enjeux sont surtout en prospective ici aussi. Mais juste pour avoir une vision un peu globale du montant, enfin des équilibres du budget à ce jour, on s'attarde un tout petit peu quand même. Donc environ 600 000 euros de recettes de fonctionnement sur le budget, annexe assainissement, pour, on le voit, entre 200 et 300 000 euros de dépenses sur la période, donc une épargne entre 3 et 400 000 euros. En termes de taux d'épargne brute, on voit qu'on aboutit à des taux très significatifs, qui apparaissent spontanément très significatifs. Pourquoi ? Parce que sur ce type de budget, il y a finalement assez peu de fonctionnement. Ce qui coûte vraiment cher ici, c'est les infrastructures, d'accord ? Donc les investissements. Donc sur ce type de service, assainissement, eau potable, typiquement, il est important de dégager une épargne brute significative pour être en mesure de financer, d'autofinancer et d'être en mesure de rembourser la dette souscrite pour financer les investissements, d'accord ? C'est pour ça qu'on a de tels ratios. Donc là, on a le niveau du tarif du service par catégorie d'usagers en 2018. Là aussi, pour que tout le monde ait à l'esprit un peu comment ça se répartit. Juste après, on a au global par catégorie d'usagers. Là aussi, par catégorie d'usagers, mais on va juste aussi s'attarder sur la répartition entre entités vers qui ce tarif est fléché. D'accord ? Donc on a tout d'abord la part délégataire en vert, donc avec un abonnement, une part fixe, donc on appelle par unité logement, donc par abonnement 61 euros, qui va vers le délégataire, d'accord ? Sur chaque abonnement. Puis ensuite, en fonction de la consommation, il y a une part variable, qui représente, on le voit ici, de gauche à droite en fonction des consommations annuelles. On est de 120 mètres cubes à gauche jusqu'à 25 mètres cubes à droite, et on a qualifié pour simplifier référence nationale, forfait en cas d'absence de compteur à 100 mètres cubes, résident permanent s'il n'y a pas une famille à 90 mètres cubes a priori, et saisonnier en moyenne de l'ordre de 25 mètres cubes, d'accord ? Et donc, selon, il y a une consommation, une part variable qui est différente. Bien. Ensuite, il y a
en orange la part collectivité. La part collectivité, donc c'est aussi sur l'abonnement. 18 € par abonnement à ce stade. Et ensuite, on a la part vers l'agence de l'eau, hein, comme vous savez, qui finance les projets d'eau et d'assainissement sur l'ensemble du territoire, avec une facturation en fonction de la consommation aussi. Donc ça vous donne un total hors taxe, et ensuite, la TVA à 10%, ça vous donne le total TTC. Donc aujourd'hui, la facture annuelle par catégorie d'usagers, si on schématise, hein, bien sûr, il y a de multiples cas de figure, elle serait de cet ordre-là. Donc quasiment un peu moins de 300 € pour 120 mètres cubes, donc la référence nationale qui normalement a vocation à correspondre à une famille, 2 enfants, 3 enfants.